Le 14 avril 2010, le volcan Eyjafjallajökull entre dans une éruption explosive qui va mettre l'Islande sur le devant de la scène médiatique. Le nuage de cendres qu'il projette se disperse au-dessus de l'Atlantique et de l'Europe, coupant un des réseaux aériens les plus denses du monde. Pendant 6 jours, les aéroports européens ferment leurs portes et les compagnies aériennes perdent plus d'1 milliard d'euros. La réaction en chaîne est inévitable dans notre économie moderne. Le secteur touristique perd lui aussi plus d'1 milliard d'euros. Le Kenya détruit 400 tonnes de fleurs. La Zambie, ses légumes. L'Ouganda, ses poissons. Les composants électroniques sont bloqués dans le monde entier, stoppant la production de plusieurs milliers d'automobiles japonaises. Les événements sportifs sont décalés, faute de participants, et les dirigeants des grands pays annulent leurs déplacements. Au pied du volcan, les champs des fermiers islandais se recouvrent progressivement d'une épaisse couche de cendres. C'est tout à fait possible que l'on soit forcé de mettre un terme à l'agriculture et qu'il faille partir s'installer ailleurs. Quitter les lieux de mon enfance, les souvenirs. Personne ne sait vraiment de quoi demain sera fait. Quelques mois plus tard, l'Eyjafjallajökull s'est apaisé, laissant autour de son cratère un lit de cendres épais de plusieurs mètres qui recouvre la glace et la neige. Le monde entier pense avoir vécu un événement volcanique majeur, mais les volcanologues islandais ne sont pas dupes. Ils savent qu'une énergie bien plus considérable dort toujours sous leur île. Eruptions are of course quite. Les éruptions volcaniques sont évidemment très dangereuses. Certaines peuvent menacer la vie et la santé des hommes. Eyjafjallajökull était une petite éruption, mais il y a d'autres volcans ici pour lesquels on s'attend à des éruptions beaucoup plus fortes. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Maintenant que le volcan s'endort, émettant quelques dernières volutes de vapeur d'eau inoffensive, tout le monde voudrait savoir quel sera le prochain à créer désordre et chaos. Les volcans actifs d'Islande s'alignent sur le rift, une ligne de séparation entre deux continents. L'île s'ouvre ainsi et grandit continuellement. Elle se déchire en deux, se fissure et craque, écartelée par une dérive imperceptible. À l'est, l'Europe et l'Asie. À l'ouest, l'Amérique. Deux plaques qui s'éloignent sans cesse et dont le vide entre elles se comble par des millions de tonnes de lave basaltique. Depuis des décennies, géologues, sismologues, physiciens islandais ou étrangers ont tendu sur ces terres un réseau de surveillance. L'Islande est progressivement devenue un gigantesque laboratoire. Tous les regards sont donc tournés aujourd'hui vers ces scientifiques, qui étudient la moindre pierre, la moindre faille, les plus petits grincements et gémissements de cette île minérale. Pál Einarsson oriente ses recherches depuis 40 ans sur les tremblements de terre, la croûte terrestre et les volcans. Il a formé la plupart des géologues islandais, mais il continue de parcourir son pays pour tenter de comprendre comment un tel décor a pu se mettre en place. Comment il peut changer. Un des problèmes avec la volcanologie en Islande, c'est que nous n'avons pas 1 ou 2 volcans actifs, mais nous avons 30 volcans actifs autour du rift. Certains sont très difficiles à cerner. Ce sont des bêtes très compliquées qui demandent de nombreuses mesures pour comprendre ce qu'elles font
comment elles le font. D'autres sont beaucoup plus simples et plus faciles à comprendre. Ce que nous savons sur nos volcans, c'est qu'ils sont tous différents, très différents les uns des autres. Nous ne pouvons pas appliquer la même règle d'un volcan à l'autre. Nous devons tous les contrôler, c'est aussi simple que ça. Nous devons donc étendre nos observations sur l'ensemble du pays, ce qui nous demande énormément de travail. Si Jules Verne avait trouvé en Islande sa porte d'entrée vers son voyage au centre de la Terre, les volcanologues ont découvert d'autres passages aujourd'hui qui relient le cœur brûlant de l'île au monde extérieur. La plupart de nos volcans ne font rien, ils sont juste assis là. Certains récupèrent de leur dernière éruption et restent calmes. D'autres se préparent à un prochain réveil. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous candidats pour la prochaine éruption. S'ils sont tous candidats, 4 d'entre eux sortent du lot. 4 volcans à haut risque, particulièrement surveillés. Le volcan Éclat, selon la légende, est une porte d'entrée vers l'enfer. La réalité est qu'il entre en éruption brusquement tous les 10 ans. L'Askia est un gigantesque complexe volcanique au beau milieu des hauts plateaux désertiques. Il a déjà provoqué quelques-unes des plus puissantes éruptions du pays. Depuis l'arrivée de l'homme en Islande, le volcan Katla, enfermé sous la glace, a montré plus de 20 fois la puissance qu'il contient dans son ventre. Enfin, au sommet de l'Islande, le volcan Grímsvötn est enfermé lui aussi sous une calotte glaciaire. C'est la demeure des géants et des trolls. C'est aussi le plus inaccessible de tous. L'Islandais Björn Oddsson est un spécialiste des éruptions sous-glaciaires. Comme chaque année, il s'envole vers le lointain Grímsvötn. L'hélicoptère reste le meilleur moyen pour monter sur le plus grand glacier d'Europe, grand comme la Corse. Les occasions sont rares de voler sur cette chape givrée où le froid et le vent règnent sans compassion. Mais quand une fenêtre s'ouvre, elle révèle qu'au beau milieu de ce désert immaculé, le Grímsvötn a percé une couche de 200 mètres de glace. Ces falaises sont les murs d'enceinte du cratère, la seule partie visible du volcan géant. Le dédale de roches et de glace repose sur le point chaud de l'Islande. Un passage direct vers le centre de la Terre, vers le manteau et son magma. Les géologues comme Björn Oddsson commencent à bien comprendre quelle est cette bête qui somnole sous la glace. Nous sommes ici au centre de la caldeira du Grímsvötn, placée au-dessus du point chaud de l'Islande. Le point chaud a ses racines dans le manteau. Et ici, le magma s'élève tout droit jusqu'à la croûte terrestre. L'activité volcanique est donc très forte dans cette zone. C'est comme à Hawaï ou dans l'archipel des Açores. Un panache de magma jaillit directement du manteau. On peut en fait parler d'une double activité, parce que nous sommes aussi entre 2 continents au milieu de l'océan Atlantique. Donc le magma vient à la fois de la séparation des continents, mais aussi de la présence du point chaud. C'est la raison principale qui fait du Grímsvötn le volcan le plus actif d'Islande.
Il a produit 70 éruptions depuis le peuplement du pays en 874. L'activité géothermique est elle aussi particulièrement élevée ici. Il y a des spots géothermiques qui font fondre la glace par en dessous et qui creusent ce qu'on appelle des chaudrons, visibles à la surface du glacier. Plus il y a de chaleur, plus le chaudron est profond. Donc nous surveillons chaque année ces chaudrons grâce au radar et au GPS pour voir s'ils s'approfondissent. Pour mesurer l'activité de ce volcan caché, il faut utiliser les moindres manifestations lisibles en surface. La chaleur prisonnière fait fondre la glace et les eaux ruissellent au pied des falaises. Elles s'accumulent au centre du volcan, dans sa caldeira, pour former un immense lac aux eaux tièdes, invisibles, qui fait flotter le glacier comme une banquise. Mesurer la hauteur du lac, c'est donc mesurer la stabilité de ce système complexe et son comportement. Ici, au centre de la caldeira, il est difficile de joindre le monde extérieur. Donc, nous devons venir 2 fois par an pour récupérer les données de la station. En ce moment, les mesures montrent que la pression dans la chambre magmatique est proche de celle de la dernière éruption. Donc, nous pouvons attendre une éruption à tout moment. L'éruption de 1983 a eu lieu sous la falaise là-bas. En 2000, un peu plus à droite. Et en 2004, dans le coin là-bas. Les sites éruptifs se sont déplacés de plus en plus vers l'ouest. Donc je m'attendrai à voir la prochaine éruption dans le coin nord-ouest de la caldeira. Mais dès que tu trouves une loi dans la nature, elle change. Les cendres noires qui recouvrent la glace sont les témoins des précédentes éruptions et les gigantesques chaudrons ceux d'une activité croissante. La plupart des volcanologues parient aujourd'hui sur le volcan Grímsvötn comme étant le prochain sur la liste des éruptions islandaises. Au contact de l'eau et de la glace, la lave va se fragmenter en minuscules particules. Comme pendant l'éruption des Eyjafjallajökull, le panache enverra dans les airs un mélange de vapeur d'eau, de blocs et de poussière de roche, boursouflés par les explosions phréato-magmatiques. Et les cendres fines pourront être emportées par les vents dominants. Si Grímsvötn est le numéro 1 des candidats à la prochaine éruption, il n'est pas pour autant le plus inquiétant. Sa situation isolée ne menace pas directement la population islandaise. La pression dans sa chambre magmatique n'est généralement pas suffisante pour que ses cendres puissent atteindre la haute atmosphère. Ces éruptions trop fréquentes ne lui laissent pas le temps de se charger assez. Alors, si ce n'est pas sur le point chaud que l'on trouvera aujourd'hui le volcan le plus menaçant, il faut suivre la trace des scientifiques qui ont installé dans chacun des sites sensibles des camps de base, des abris. Nous sommes ici sur les contreforts du volcan Askja, dont les cendres ont déjà touché l'Europe par le passé. Aujourd'hui, c'est un immense complexe volcanique au milieu d'un désert de lave appelé le désert des sacrifiés. Assoupi depuis 50 ans, le volcan semble depuis peu vouloir se réveiller.
Nous allons simuler ici ce qui se passe dans la chambre magmatique d'un volcan pour comprendre comment se déroule une éruption. Nous avons ici un liquide représentant le magma et du gaz dissous dans ce liquide. C'est ce gaz qui est important, car quand il se sépare du liquide et s'échappe, il provoque une éruption. On agite un peu, vous pouvez le faire chez vous. Donc là, nous avons un mélange de gaz et de liquide, et quand tout à coup la pression chute, voici une chambre magmatique en éruption. La chambre magmatique, c'est le cœur du volcan, qui se vide ou se gonfle au long des éruptions. Celui de Laskia s'est vidé pour la dernière fois en 1961. Une fracture éruptive a laissé s'échapper une longue coulée de lave spectaculaire, marquant la fin d'un cycle. La neige recouvre le paysage 10 mois dans l'année, et les groupes scientifiques du monde entier profitent des quelques jours d'été pour analyser les battements discrets qui rythment le nouveau cœur du volcan. Hazel Reimer est anglaise et parcourt depuis plus de 20 ans les volcans actifs du monde. À travers son œilleton ouvert sur le cœur des volcans, elle peut lire et quantifier les changements de masse du sous-sol qui se produisent avant, pendant et après une éruption. Ces outils sont des gravitomètres. Ils mesurent avec précision les variations de gravité. La gravité dépend de la distance avec le centre de la Terre. Et ces instruments sont tellement sensibles que si je mesure ici, ou ici, là où le sol est un peu plus bas de quelques centimètres, je peux voir la différence. Ici, je suis plus près du centre de la Terre, donc la gravité est un peu plus forte. Donc, ce que nous mesurons sont des variations de gravité sur tout le volcan. Et ce qui m'intéresse, ce sont les variations dans le temps. Je fais donc ces mesures tous les ans, sur tous ces points, et je regarde comment ça évolue. La croûte terrestre est élastique et réagit sur le volcan comme la croûte d'un gâteau dont le cœur est fondant. Sorti du four, sorti d'une éruption, le soufflet retombe en se refroidissant. Le volcan s'est dégonflé rapidement depuis 1961, d'environ 6 cm par an. Mais il est en train de ralentir à 2 ou 3 cm par an. Peut-être que ce ralentissement annonce un changement. Peut-être que le volcan ralentit avant de se gonfler à nouveau. L'énorme quantité de magma qui est sortie en 1961 a provoqué un affaissement. Toute cette lave vient de 61, et le volcan a mis un certain temps à se remettre de cette éruption. C'est une longue phase de retour au repos. En fait, le ralentissement qu'on observe aujourd'hui est une combinaison entre la fin de cet affaissement et l'arrivée de nouveaux magmas qui est en train de s'accumuler sous Askia. C'est ce que nous pensons aujourd'hui. Sous cette croûte brûlée, l'énorme chambre magmatique se remplit à nouveau sous l'Askia. Reste à savoir maintenant quel type d'éruption le volcan prépare. Chacun, avec sa méthode, complète celle du voisin. Le géologue suédois Carl Erik Olof Størkel partage sa vie entre l'Islande et l'université de Gothenburg. Il se passionne pour les processus de déformation de la croûte terrestre. Il sait qu'Askia est capable de générer à l'avenir des éruptions explosives colossales. La pluie nous a dérangés. Maintenant, ce sont les réflexions dues au soleil.
On n'est jamais content. C'est dur. Mais je crois que je préfère souffrir du soleil plutôt que de la pluie. Cette coulée de lave date de 1961. Et après 5 ans, elle a arrêté de se contracter, de se refroidir. Et ici, ce n'est pas très épais. Nous mesurons l'inclinaison pour voir s'il y a des changements dans la chambre magmatique. Nous avons une ligne qui va du centre jusqu'à l'extérieur, qui nous permet de voir si ça monte ou si ça descend. La chambre magmatique fonctionne comme un ballon. Elle se gonfle et pousse sur les côtés. C'est juste une des nombreuses méthodes pour suivre un volcan. Toutes ces méthodes se complètent les unes les autres. Ce volcan entrera encore en éruption. Il a déjà généré une des éruptions les plus explosives de ces 150 dernières années. La même magnitude qu'en 1875. C'est très mauvais. Ce qui s'est passé en 1875, l'Asca est entrée en éruption au printemps. Et à Stockholm, en Suède, ils voyaient arriver de fines cendres grises. Les gens marchaient avec des manteaux noirs de poussière. Et ils n'avaient aucune idée d'où cela pouvait venir. C'est seulement au bout de 3 semaines, quand un bateau est arrivé d'Islande, qu'ils ont su qu'une éruption était en cours ici. Ce type d'éruption bloquera le trafic aérien, détruira les fermes, etc., etc. Il s'agit là d'une éruption explosive majeure. L'éruption de 1875 a été si puissante qu'elle a provoqué l'effondrement d'une grande partie du volcan, aujourd'hui rempli par un lac. Ce lac est le plus profond d'Islande. Il s'enfonce à plus de 200 mètres en son centre. S'il est possible de comprendre le passé en lisant dans les lézardes des roches, dans la morphologie du paysage, il est beaucoup plus difficile de prédire l'avenir avec précision. Tout le monde aimerait savoir quand et comment l'Askia pourra se réveiller. Certains parlent d'une 50aine d'années, avant de le voir entrer en éruption à nouveau. Mais l'homme reste un nouveau-né dans ce monde qui avance et se transforme lentement. Un volcan vit pendant des dizaines de milliers d'années, ou plus. Et beaucoup de choses se passent pendant cette période. Pour comprendre comment fonctionne un volcan, on doit faire des mesures aussi longtemps que possible. Mais la vie d'un être humain n'est rien à côté de celle d'un volcan. Nous sommes là pour quelques décennies et nous n'avons qu'une vision instantanée de ce qui se passe pendant cette petite période de vie du volcan. Nous n'avons aucune idée de l'évolution à long terme du volcan. Je fais ces mesures depuis 25 ans. Mes collègues islandais sont là depuis bien plus longtemps. Mais ce volcan était là bien longtemps avant nous. Une des principales menaces liées aux éruptions concerne le trafic aérien. Et c'est assez inquiétant qu'une des routes les plus chargées passe juste au-dessus des volcans islandais. Nous en parlons depuis longtemps. Et l'Eyjafjallajökull a enfin montré que le danger était sérieux.
On ne peut pas s'étonner que les nuages de cendres volcaniques viennent parfois couper une trajectoire. Depuis le vol d'Icare, l'aviation civile s'est largement transformée. Le trafic aérien a complètement explosé ces 50 dernières années et le monde entier se strie des incessants voyages qui nous portent loin et vite. Chaque seconde, un avion commercial décolle quelque part dans le monde. Chaque jour, on peut compter 80 000 vols qui transportent des passagers. Chaque année, ils sont 30 millions d'avions à sillonner le ciel. Le volcan Hekla est un point nodal sur ces routes aériennes. Quand on travaille près du volcan, on peut voir un avion long courrier passer toutes les 10 minutes, juste au-dessus de son sommet. Et Hekla est prêt à entrer en éruption. On est passé très près d'un incident en 1980. Un avion est passé juste au-dessus du volcan, quelques minutes avant qu'il n'entre en éruption. L'avion aurait pu être descendu par le volcan. Je me suis dit en le voyant que le pilote ne s'était sans doute aperçu de rien, car d'habitude les pilotes regardent plutôt devant eux que derrière eux. Le panache a coupé le sillage juste derrière l'avion. Je l'ai vu moi-même alors que je travaillais au pied du volcan Hekla. En islandais, on parle du volcan Hekla au féminin. Son nom lui vient d'une petite coquetterie sur le haut de la tête, un chapeau de nuages, comme encapuchonné. C'est pourtant l'un des 4 volcans à haut risque inscrits sur la liste des candidats pour la prochaine éruption. Et quand les neiges ont fondu, Hekla révèle son passé mouvementé. Hekla est imprévisible. Elle peut cracher des nuages de cendres au-dessus d'elle, comme faire couler de longues rivières de lave chaude le long de ses flancs. Elle est prête aujourd'hui à entrer dans une nouvelle éruption. Mais elle ne préviendra qu'au dernier moment. Son cœur de magma est trop profond pour être vu des scientifiques. Hekla est dangereusement surprenante. Les sondes des scientifiques sont là pour tenter de percer quelques-uns des mystères cachés sous les tuniques basaltiques de cette capricieuse. Pour l'avoir souvent fréquentée, Bjorn la connaît bien, passionné par la dynamique de cette nature changeante. Ici, nous avons Hekla, et tout autour de nous, les champs de lave provenant des différentes éruptions. Durant ce siècle, il s'est réveillé en 1947, 70, 81, 91 et 2000. On peut voir les différentes mousses sur la lave qui nous montrent les différents âges. La plus noire provient de l'éruption de 2000. La règle est qu'il se réveille tous les 10 ans. Et 10 années ont passé depuis la dernière éruption. Donc, nous attendons une éruption d'Hekla très prochainement. La chambre magmatique est très profonde, à 50 km sous terre. Donc, il n'y a presque aucune secousse qui nous prévient avant une éruption.
Au maximum, nous sommes prévenus 30 minutes avant que l'éruption ne démarre. C'est l'entrée vers l'enfer. Le roi danois envoyait des gens ici en Islande pour espionner les Islandais sur leur mode de vie. Et les rapports indiquaient que toutes sortes de créatures vivaient dans Hekla et qu'un grand lac l'entourait, crachant du feu pendant toute l'année. Les gens avaient vraiment peur d'Hekla. Hekla n'est vraiment pas une montagne comme les autres. Il y a 250 avions par jour qui passent au-dessus de l'Islande. Il est donc certain que tôt ou tard, les volcans gêneront à nouveau le trafic aérien. C'est une menace qui restera constante tant qu'il y aura des avions. Depuis l'Eyjafjallajökull, les cellules de crise se sont organisées pour mieux identifier les nuages de cendres, éviter la surprécaution et la paralysie totale du trafic. Mais on le sait, la crise de l'Eyjafjalla était liée à une éruption de faible amplitude. En cas d'éruption majeure, plus longue, plus forte, les conséquences peuvent aller bien au-delà de la perte de quelques millions de dollars. Certains stigmates en Islande font ressurgir les drames de l'histoire. Ils sont là pour rappeler jusqu'où peut aller une éruption volcanique. L'éruption du volcan Laki est dans la mémoire de tous les Islandais. Pourtant, les laves qui en sont sorties se sont figées il y a plus de 200 ans. Comme pour marquer le temps, rien d'autre qu'une mousse épaisse n'a poussé depuis sur ces bubons de roche. Cette croûte verte, indélébile, a recouvert 600 km² de terre, l'équivalent de 6 fois la surface de Paris, 10 fois celle de l'île de Manhattan. Toute cette lave a été vomi pendant 8 mois sans interruption par une fissure parfaitement rectiligne. La Terre éclate et donne naissance au Laki, une chaîne unique de 130 cratères. Le soufre, le fluor, le dioxyde de carbone s'évaporent de la roche en fusion et recouvrent tout le pays, tuant la plus grande partie des cheptels de moutons, de bétail et de chevaux. La longue période de famine qui suit tue 20% de la population humaine islandaise. La faille, béante, s'ouvre sur 30 km. C'est la pire catastrophe naturelle survenue en Islande. Les conséquences des volcans du Laki se sont envolées pour traverser les mers et les continents. Les gaz et les cendres ont envahi l'atmosphère jusqu'en Europe et au-delà. Des brouillards acides ont gagné la Norvège, l'Allemagne,
la France, l'Angleterre, tuant indirectement des dizaines de milliers de personnes. L'énergie du soleil ne pouvait plus passer à travers ce filtre volcanique. Les saisons se sont déréglées pendant des années. En France, une succession d'événements météorologiques a affamé les paysans. Aux étés trop doux se succédaient des hivers trop rigoureux. Le gel pouvait durer des semaines. Des orages trop violents massacraient les récoltes à force de grêlons. Nous sommes en 1789 et le peuple français meurt de faim, en partie à cause d'un volcan islandais. L'éruption d'Eyjafjallajökull n'a fait, elle, aucune victime. Il sera toujours plus facile de garder les avions au sol que d'arrêter les grands bouleversements qui peuvent suivre une éruption. Maintenant que l'Eyjafjallajökull s'est rendormi, il faut aussi prendre conscience que la vie des hommes pourra être directement touchée à l'avenir. Malgré les conséquences spectaculaires et la couverture médiatique sans précédent qui a suivi, nous sommes loin de faire face à une éruption de grande envergure. Au contraire, la cendre, en quantité raisonnable, peut s'avérer être une chance. À la fois destructeur et fertile, c'est le paradoxe du volcan. Au pied du volcan, le décor s'est complètement transformé. Les champs des fermes sont en pleine renaissance. Mon arrière-grand-père a vu l'éruption de Katla en 1918. Mon grand-père, celle de Hekla en 1947. Il venait juste de prendre le relais de la ferme. Comme moi aujourd'hui, c'est ma première année et je connais le problème des cendres. Quand l'éruption a commencé, nous avons dû abandonner la maison. Nous sommes revenus le lendemain et tout était noir et couvert de cendres. C'était un choc de voir son terrain et ses terres toutes noires en une nuit. Nous avons rapidement pensé à l'avenir, aux mois et aux années qui allaient suivre. Mais nous avons décidé de prendre un jour à la fois, de ne pas prendre de grandes décisions et de persévérer pour voir si cela ne s'arrêterait pas. Et un jour, au bout de 6 semaines, ça s'est arrêté. Alors nous avons attendu de voir si l'herbe commencerait à pousser, ce qui est arrivé. L'herbe a réussi à pousser à travers la cendre. Nous avons déjà fauché l'herbage 2 fois et nous allons bientôt le faire pour la 3e fois. L'éruption a eu lieu au meilleur moment possible, juste avant que l'herbe ne commence à pousser. En fait, le timing était parfait. Nous pensons que la cendre a un effet isolant et garde la terre au chaud.
donc l'herbe pousse plus vite. Nous n'avons pas besoin d'utiliser autant d'engrais. À long terme, je pense que c'est bénéfique de mélanger la cendre avec la terre que nous avons. Les récoltes dans les années à venir devraient être meilleures. Tout le monde attend maintenant Katla avec beaucoup d'inquiétude. Si Katla entre en éruption, tout pourra redevenir noir. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur de Katla. J'ai connu une éruption depuis mon jardin, à 7 km de mon lit, donc je ne crains pas Katla. Katla est un volcan noyé sous la glace. Katla s'écrit au féminin. C'est la grande sœur des Eyjafjallajökull. Sa chambre magmatique est bien plus volumineuse, son glacier plus épais, son historique plus effrayant. Les langues de cendres qui bordent le glacier, repoussées par les fontes successives, sont là pour témoigner de la violence des anciennes éruptions. Katla est prête pour un nouveau cycle. Tout le monde le sait. À l'Office météo de Reykjavik, Emmanuel Pagneux tente de mesurer les risques liés aux éruptions sous-glaciaires. La dernière éruption de Katla, c'est 1918, et le panache de cendres était monté à plus de 20 km d'altitude, peut-être 40. Bon, on n'est pas sûr parce qu'à l'époque, bien évidemment, on n'avait pas les instruments de mesure qu'on a aujourd'hui. Mais ce type d'éruption peut avoir un impact sur le climat parce que le nuage de cendres atteint la stratosphère, ce qui n'est pas le cas d'Eyjafjallajökull. Donc les aérosols vont être mis en circulation pendant plusieurs années dans la haute atmosphère et contrarier en fait le rayonnement solaire et peut-être induire donc un refroidissement temporaire du climat. Sous les séracs de glace, un géant à moitié endormi s'apprête donc à perturber le monde. Personne ne peut dire avec précision quand aura lieu l'éruption. C'est une histoire de jours, de mois ou de quelques années. Mais au-delà des cendres projetées dans l'atmosphère qui peuvent faire le tour du monde, Katla menace aussi directement les Islandais qui vivent au pied de son glacier. Depuis des millénaires, l'eau du glacier fondu emporte les cendres, la lave et la roche pour descendre dans les vallées et aplanir le paysage. Ces rivières glaciaires chargées de tous les matériaux volcaniques se transforment en véritables raz-de-marée au cours des éruptions. Elles construisent ainsi progressivement d'immenses déserts de sable noir. L'Islande s'agrandit constamment et gagne sur l'océan. Avant l'arrivée des premiers Vikings, cette montagne était un îlot encerclé par la mer. Chaque fois que nous avons une éruption sous la glace, eh bien, il y a une grande quantité de glace qui est fondue et qui va donner lieu à des ondes de crue massives faites d'un mélange d'eau, de boue et de glace. Alors, pour l'éruption d'Eyjafjallajökull, même si les crues ont été importantes, ça n'est rien en comparaison de ce que l'on est susceptible d'avoir si Katla entre en éruption. C'est un volcan qui est beaucoup plus dangereux. Une onde de crue générée par une éruption de Katla, d'après nos expertises,
pourrait avoir une hauteur d'eau comprise entre 5 et 10 mètres. Et à proximité du glacier, plusieurs dizaines de mètres. C'est quelque chose dont on a bien conscience en Islande. On sait que cette région est particulièrement exposée au risque volcanique, direct et indirect. Mais cela n'est pas suffisant pour convaincre ceux qui habitent dans la région de quitter leur ferme. Ils y ont toujours vécu, de génération en génération. Ce sont des fermiers, des gens qui sont très attachés à leur terre. J'habite ici, mais je n'y pense pas trop. Je sais bien que le volcan est là. Et oui, bien sûr, je regarde de temps en temps dans la direction du glacier. Je sais que Katla est là, mais cela ne m'empêche pas d'aller où je veux, à n'importe quelle heure de la journée, de vivre sans y penser. Katla est à sa place. Elle se réveillera quand elle se réveillera. Bien sûr, c'est terrible de penser à la végétation que l'on a plantée sur le désert de sable. Imaginez que tout cela puisse redevenir noir, c'est vraiment dur. Je connais la terre tellement bien. Imaginez les dégâts que peut causer un lâcher d'eau sur ce paysage vert. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. C'est sans doute moins dangereux de vivre ici près de Katla que dans les rues de Reykjavik. Nous vivons sur une terre volcanique et nous devons apprendre à vivre avec nos volcans. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons les étudier et savoir ce qu'ils nous préparent. Ils sont ici et nous sommes ici. Nous devons en tirer le meilleur parti. Ils présentent certains avantages. Nous obtenons l'eau chaude de la Terre grâce au volcanisme. C'est notre pétrole à nous. C'est une source d'énergie que nous utilisons de manière intensive. Il y a quelque chose que nous ne devons jamais oublier. C'est que sans les volcans, il n'y aurait pas d'Islande. L'Islande est entièrement faite de volcans. En Islande, la géologie est visible pour tout le monde. Ici, on peut voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Nous avons les tremblements de terre qui nous tiennent en éveil en nous secouant régulièrement. Les volcans entrent en éruption tous les 2, 3 ou 4 ans et ils suscitent un énorme intérêt chez les Islandais. C'est un des divertissements les plus populaires. Donc, à la moindre petite éruption, les gens se déplacent en grand nombre pour les observer et se laisser impressionner. C'est une expérience très impressionnante de voir une éruption. Le plus séduisant en Islande n'est pas que ses habitants vivent au milieu des chaudrons bouillonnants d'une terre prête à exploser et à se fendre en deux. Le plus séduisant en Islande est que les Islandais ne peuvent pas se passer du spectacle de cette nature. Il n'y a alors rien d'étonnant à ce que les Islandais soient les plus grands admirateurs de feux d'artifice au monde.